Il n'a jamais été l'homme des excuses faciles. Johnny Depp préfère l'ombre, les détours et cette manière de sourire comme si l'on n'avait rien compris. Pourtant, à 62 ans, il laisse tomber une phrase qui sonne comme un aveu tardif. Le plus grand éloignement n'est pas né d'une trahison, mais d'un malentendu. Face à lui, un nom revient comme un écho de jeunesse et de cinéma pur. Leonardo DiCaprio. Il ne partage officiellement qu'un film, What's Eating Gilbert Grape, 1993, où Depp porte la fatigue d'un grand frère et DiCaprio, 19 ans à l'époque, imprime déjà quelque chose d'incandescent. Leur complicité n'a jamais été une amitié exposée sur tapis rouge, plutôt une reconnaissance silencieuse. Et puis, plus rien. Pas de projet commun, pas d'images côte à côte, seulement des rumeurs de distance, des calendriers qui s'évitent, et ce sentiment étrange que deux trajectoires qui auraient dû se recroiser se sont contournées. Le pourquoi maintenant tient dans une réalité très simple. Depp revient parler. Il réapparaît dans l'industrie, sur des projets et des avant-premières, après des années où chaque phrase publique se retournait contre lui. La reprise est fragile, surveillée, commentée, et c'est précisément dans ce moment de réhabilitation prudente que les vieux dossiers intimes remontent, ceux qui ne se règlent ni au tribunal, ni dans les communiqués. Il y a aussi un élément qu'il a déjà assumé publiquement, presque brutalement. En 2016, sur scène, il raconte une période sombre pendant le tournage de Gilbert Grape et lâche cette confession qui a marqué les esprits. « I tortured him », dit-il à propos de DiCaprio, en expliquant qu'il vivait alors une « hard time », sans savoir exactement pourquoi. À ce niveau, le mot « choque », même s'il est prononcé comme un mélange de culpabilité et de lucidité tardive. Mais ce qu'il suggère aujourd'hui va plus loin que la simple rudesse d'un plateau. Il parle d'un malentendu, pas forcément une dispute, pas forcément un événement spectaculaire, plutôt une phrase mal interprétée, une intention attribuée à tort, une distance installée par orgueil et alimentée par le silence. Dans le milieu, le silence est une arme. On ne répare pas, on passe à autre chose. On se croise, on sourit, et on laisse le non-dit devenir une version officielle. Depp, lui, décrit ce type de fracture comme la plus cruelle, celle qui aurait pu être évitée si quelqu'un avait simplement demandé « Qu'est-ce que tu voulais dire exactement ?» Et quand il prononce le nom de DiCaprio, ce n'est pas une stratégie de presse. C'est une pointe de regret, presque pudique, le regret de ne pas avoir été adulte au bon moment, de ne pas avoir su dire « je suis désolé » avant que le monde ne mette des années entre deux hommes. Alors, de quel malentendu parle-t-il vraiment? Qui s'est tu en premier? Et pourquoi? Et surtout, est-ce qu'on peut réparer une amitié quand Hollywood a déjà écrit la fin à votre place? Ils ne se sont pas choisis comme on choisit un ami. Ils se sont reconnus comme on reconnaît un reflet, par une gêne, une curiosité, une vibration commune. Quand Johnny Depp rencontre Leonardo DiCaprio, ce n'est pas une soirée mondaine, ni un dîner mondain où l'on se jauge en souriant. C'est le travail, brut, sans glamour, un plateau, une équipe, et deux tempéraments qui n'ont pas la même vitesse. Nous sommes au début des années 1990. Depp a déjà l'image du jeune homme magnétique, un peu à contre-courant, porté par 21 Jump Street, mais cherchant à s'échapper de la case idole. Il veut du cinéma qui abîme un peu, du cinéma qui a des angles. What's Eating Gilbert Grape lui offre exactement cela. Un rôle d'homme trop tôt adulte, coincé dans une ville trop petite, dans une famille trop lourde, avec ce mélange de tendresse et d'épuisement qui ne se joue pas, qui se vit. En face, DiCaprio arrive plus jeune, mais déjà concentré comme un professionnel. On l'oublie souvent, à cet âge-là, beaucoup jouent le talent, lui travaille, il observe, il répète, il prend de la place sans avoir besoin de la réclamer. Ceux qui l'ont vu débuter racontent cette intensité presque embarrassante, comme si le garçon refusait d'être un jeune acteur prometteur et exigeait d'être un acteur tout court. Depp le remarque vite, et c'est là que la rencontre prend sa vraie forme. Pas une amitié immédiate, plutôt une tension productive. Depp a une manière de tester les gens, pas forcément par cruauté préméditée, plutôt par instinct. Sur un plateau, surtout à cet âge, il peut être à la fois protecteur et impatient. Protecteur avec ceux qu'il sent fragiles, impatient avec ceux qu'il sent trop sûrs. DiCaprio, lui, ne vient pas chercher une bénédiction, il vient faire le rôle. Et son rôle, justement, est l'un de ceux qui peuvent déranger tout le monde. Arnie, le frère, l'enfant dans un corps qui ne suit pas les codes, celui qu'on regarde trop longtemps et qui renvoie chacun à ses propres peurs. Entre eux,
Ça se joue dans les interstices, dans les moments où l'on attend que la caméra soit prête, dans les silences où l'on croit que l'autre ne regarde pas, dans cette micro-politique du plateau, qui prend le temps, qui s'impose, qui se protège. Depp, déjà, n'aime pas qu'on le place dans une hiérarchie. DiCaprio, déjà, n'aime pas qu'on le traite comme un petit. Ce n'est pas une confrontation ouverte, c'est un frottement. Des années plus tard, Depp racontera lui-même qu'il a été dur avec DiCaprio pendant ce tournage, allant jusqu'à employer un mot lourd. Il dit l'avoir torturé, en expliquant qu'il traversait une période difficile et qu'il ne comprenait pas bien ce qui lui arrivait. Ce qui est frappant, dans cette confession, ce n'est pas le sensationnel du terme, c'est le sous-texte, l'aveu qu'il projetait sur l'autre quelque chose qui ne lui appartenait pas. Comme si la rigueur et l'ardeur du jeune DiCaprio devenaient, à ce moment-là, un miroir agressif. Et pourtant, dans le même mouvement, Depp exprime de l'admiration. Il reconnaît la puissance du jeu de DiCaprio, sa capacité à tenir l'écran sans forcer, à être vrai dans un rôle où le faux serait immédiatement visible. Ce double mouvement, rudesse d'un côté, respect de l'autre, dessine une relation typiquement hollywoodienne, un lien réel mais mal formulé. On peut admirer quelqu'un sans savoir comment se comporter avec lui. On peut être impressionné et réagir par la provocation. DiCaprio, de son côté, n'a jamais été connu pour étaler des conflits personnels. Sa stratégie publique, depuis le début, est celle du contrôle. Il parle du travail, il laisse le reste hors champ. Si une blessure existe, elle ne devient pas une anecdote de talk-show, elle s'enfuit. Et quand deux personnalités comme celle-là se séparent, sans explosion, sans scandale, la séparation devient paradoxalement plus définitive. Parce qu'il n'y a rien à réparer officiellement. Il n'y a pas de scène finale, donc personne ne pense à écrire l'épilogue. La rencontre, au fond, n'a pas produit une amitié simple, elle a produit une empreinte. Depp a vu très tôt la naissance d'un acteur majeur. DiCaprio a vu très tôt ce que pouvait coûter la liberté chez un acteur déjà idolâtré. Ils se sont croisés au point précis où l'un voulait se défaire d'une image et où l'autre était en train d'en construire une. Et dans ce carrefour, un malentendu, un mot, une attitude, une intention mal lue pouvaient suffire à installer une distance durable. Car la vraie question n'est pas « s'entendaient-ils ?» La vraie question c'est « ont-ils eu le temps de se comprendre ?» Et quand le cinéma va très vite, quand les carrières s'emballent, comprendre devient un luxe. La gloire n'agrandit pas toujours les êtres. Parfois, elle les rend simplement plus silencieux. Et c'est exactement ce qui arrive, presque en parallèle, à Johnny Depp et Leonardo DiCaprio après Gilbert Grape. Deux ascensions fulgurantes, mais deux façons radicalement différentes de se protéger du monde. À partir du milieu des années 1990, ils deviennent chacun, à leur manière, des symboles. DiCaprio, d'abord, explose comme une figure générationnelle. Il passe par Roméo plus Juliette, 1996, puis surtout par ce basculement planétaire qu'est Titanic, 1997. Là, le phénomène n'est plus seulement cinématographique, il est culturel, hystérique, mondial. Sa jeunesse devient un produit, son visage un drapeau. Et lui, très vite, comprend le danger. Il aurait pu s'enfermer dans la répétition du jeune premier, capitaliser sur l'adoration. Il fait l'inverse. Il fuit l'image qui le dévore. Il choisit les auteurs, les risques, les collaborations qui déplacent son aura vers le sérieux. On le voit chez Scorsese, puis dans des rôles où l'ambition n'a rien de romantique. Catch Me If You Can, 2002, The Aviator, 2004, The Departed, 2006. À chaque film, il construit une discipline, devenir intouchable par le travail. Depp, lui, connaît une autre forme de gloire, plus paradoxale. Il ne veut pas être l'acteur sage, il veut rester imprévisible. Dans les années 1990, il se forge une filmographie qui ressemble à une déclaration d'indépendance. Ed Wood, 1994, 1997, Donnie Brasco, 1997, Fear and Loathing in Las Vegas, 1998, Sleepy Hollow, 1999. Il cherche des cinéastes, des univers, des angles biscornus. Et puis arrive le tournant qui change tout. Pirates des Caraïbes, 2003. Là, Depp devient une marque mondiale, mais avec un twist presque insolent. Il gagne le grand public en jouant un personnage excentrique, borderline, difficile à vendre sur le papier. Jack Sparrow fait de lui une superstar, sans l'obliger à devenir normal. Ce qui est fascinant, c'est que leurs années de gloire produisent deux mythologies opposées. DiCaprio devient le modèle du contrôle,
l'acteur qui choisit, qui cadre, qui refuse les débordements. Depp devient le modèle du vertige, l'acteur qui expérimente, qui dérape parfois, qui transforme sa vie en matière artistique et dont les excès, progressivement, nourrissent autant la presse que le cinéma. L'un bâtit une forteresse, l'autre vit dans une maison aux portes ouvertes. Et au milieu de ces deux trajectoires, une absence se creuse, celle d'un lien qui aurait pu évoluer. Dans un Hollywood rationnel, on aurait imaginé une seconde collaboration, un projet évidence, une alchimie retrouvée. Mais Hollywood n'est pas un salon où l'on se revoit parce qu'on s'apprécie. C'est une mécanique. Et la mécanique, elle, favorise les cercles fermés. DiCaprio s'ancre dans une galaxie, celle des cinéastes prestige, des films événements maîtrisés, d'une image soigneusement ajustée au fil des années. Depp, lui, alterne. Il navigue entre le système et ses marges, entre la grande machine Disney et des projets plus sombres. Deux stratégies, deux équipes, deux rythmes. Plus le temps passe, plus leurs agendas deviennent incompatibles, pas seulement par date, mais par nature. Et c'est là que le malentendu prend une dimension presque logique. Car un malentendu n'a pas besoin d'un scandale pour survivre. Il a juste besoin d'être laissé seul, dans le silence, pendant que la vie accélère. Quand on devient très célèbre, chaque relation non clarifiée se fige. L'inconfort devient une vérité implicite. On suppose, on interprète, on ne vérifie pas. On peut même imaginer comment la machine amplifie tout. Une phrase rapportée par un intermédiaire, un commentaire hors contexte, une impression de mépris là où il n'y avait que de la fatigue. Et surtout, ce poison propre au star system, l'orgueil. Celui qui empêche d'envoyer un message simple. Celui qui fait croire qu'on perd en s'expliquant. Chez Depp, comme chez DiCaprio, l'orgueil est différent, mais il existe. L'un le camoufle derrière la provocation, l'autre derrière la maîtrise. Ces années de gloire, donc, ne sont pas seulement un décor. Elles sont le moteur de leur éloignement. Plus ils montent, plus le coup d'une conversation devient étrange. Parce qu'on ne sait plus qui parle, l'homme ou l'icône. Et quand deux icônes se regardent, elles voient souvent une menace, pas une fragilité. À ce stade, la question n'est plus « pourquoi se sont-ils éloignés ?» Elle devient plus précise, plus inquiétante. À quel moment la première fissure s'est-elle transformée en distance définitive? Et surtout, quel détail apparemment anodin a fait basculer le respect en malaise? Mais alors, quand est-ce que l'éloignement devient autre chose qu'un simple hasard de carrière? Quand est-ce qu'un « on ne s'est pas revu » se transforme en « on s'évite » ? C'est là, précisément, que les fissures apparaissent. Pas comme une fracture spectaculaire, plutôt comme une série de micro-gestes, de messages non envoyés, de phrases mal interprétées, et surtout, d'une gêne qui s'installe sans jamais être nommée. Dans ce milieu, les liens se maintiennent souvent par des rituels. Un dîner après une cérémonie, une poignée de main en coulisses, une invitation à une projection privée, un « je t'appelle » lancé entre deux portes. Et quand ces rituels disparaissent, personne n'ose dire qu'il manque quelque chose. On prétend que tout va bien, on invoque les emplois du temps. On laisse le temps faire son travail de sabotage. Pour Depp et DiCaprio, la fissure a une nature particulière. Elle est nourrie par l'image que chacun renvoie à l'autre. DiCaprio, en grandissant, devient le symbole d'une discipline quasi militaire. Pas de scandale trop bruyant, pas d'excès revendiqués, une réputation de sérieux qui se renforce film après film. Depp, lui, devient progressivement un acteur dont la vie publique se confond avec une légende instable. La création, l'excentricité, la nuit, les amitiés rock, l'humour noir, et puis les titres, les rumeurs, les zones grises. Pourtant, c'est trop facile de résumer cela en « l'un est sage, l'autre est fou ». La fissure ne vient pas de la différence, elle vient du regard, du moment où l'on croit savoir ce que l'autre pense sans lui avoir demandé. Et dans leur cas, il suffit d'un détail, la mémoire de Gilbert Grape. Car il y a cette confession de Depp, prononcée des années plus tard, qui reste comme une écharde. Il dit avoir été dur, humiliant, torturant même, envers le jeune DiCaprio durant le tournage. Le mot qu'il emploie publiquement est violent. Il se veut peut-être auto-accusateur, presque thérapeutique. Mais pour celui qui l'entend et pour tous ceux qui le relaient, il peut sonner comme une justification tardive. Comme si l'acte et la blessure étaient racontés sans que la victime ait eu la parole. Ce soir-là, justement,
la fissure peut s'élargir. Pas parce que DiCaprio répondrait, il ne répond pas, mais parce que le monde, lui, répond à sa place. Les médias adorent les récits de tensions cachées. Ils adorent l'idée d'une rivalité secrète entre deux monuments. Ils adorent interpréter le silence comme une preuve. Et soudain, ce qui aurait pu rester un regret intime devient un épisode public, un motif que chacun commente, déforme, simplifie. Mais alors, comment réagir quand on est DiCaprio? Si l'on parle, on alimente la machine. Si l'on se tait, on laisse l'histoire s'installer. Et si l'on a été blessé, même légèrement, même par orgueil, le silence devient un moyen de reprendre le contrôle. Une façon de dire « je n'entre pas là-dedans ». C'est propre, c'est efficace, mais c'est aussi une manière de verrouiller la porte. De l'autre côté, Depp, lui, traverse des années où sa parole est systématiquement suspecte. Chaque anecdote devient un procès d'intention. Chaque confession devient une arme pour ses détracteurs. Et c'est ainsi que naît une autre fissure, la peur de mal dire. La peur qu'un message envoyé soit relu, interprété, retourné. Dans les relations, cette peur est toxique. Elle pousse à garder le silence pour éviter d'aggraver, alors que le silence est précisément ce qui aggrave. Pourtant, il y a un moment clé dans toutes les histoires d'éloignement, celui où l'on se croise. Pas longtemps, juste assez pour comprendre que quelque chose a changé. Une cérémonie, une soirée, un couloir d'hôtel, une loge partagée par hasard. On échange 2 phrases, on sourit, on se félicite. Et derrière le sourire, une micro-hésitation. Est-ce qu'on s'écrit? Est-ce qu'on rattrape? Et puis non, on se dit qu'on le fera plus tard. Plus tard, c'est le mot qui détruit les amitiés. Ce que Depp laisse entendre aujourd'hui, c'est que le malentendu s'est nourri de ça, d'un geste qu'il n'a pas fait, d'une explication qu'il a remise à plus tard, et d'une interprétation qui s'est figée chez l'autre. Il ne parle pas d'une trahison, il parle d'un malentendu pratique, presque banal. Le genre de malentendu qui, dans une vie normale, se règle en 15 minutes. Dans une vie de star, il peut durer 15 ans. Et ce n'est pas la haine qui maintient la distance, c'est l'embarras. La gêne de revenir en arrière, la crainte d'avoir l'air faible, et au fond, cette question impitoyable. Si je lui écris maintenant, est-ce qu'il pensera que j'ai besoin de quelque chose? La crise dans cette histoire n'a pas la forme d'une rupture annoncée. Elle ressemble plutôt à une porte qui se ferme sans claquer parce que le bruit serait trop risqué. Et pour Johnny Depp, le moment où tout devient risqué, chaque phrase, chaque geste, chaque appel, arrive quand sa vie cesse d'être une trajectoire d'acteur pour devenir un feuilleton public. D'abord, il y a ce type de bascule que Hollywood redoute, le basculement judiciaire. À partir de la fin des années 2010, Depp n'est plus seulement évalué sur ses rôles, il est évalué sur des titres, sur des résumés, sur des versions. En novembre 2020, il perd au Royaume-Uni un procès en diffamation contre le tabloïd The Sun. La décision tombe le 2 novembre 2020 et avec elle, une impression de condamnation symbolique, même si le langage juridique n'est pas celui de la morale. Mais alors, ce que cela produit dans un cercle professionnel, c'est une mécanique glaciale. Les gens ne vous téléphonent plus pour prendre des nouvelles, ils attendent que ça passe. Les studios deviennent prudents, les agents deviennent nerveux, les invitations se raréfient. Dans ce climat, renouer un lien ancien, surtout un lien déjà fragilisé par un malentendu, demande une chose que Depp n'a plus, le droit à l'erreur. Pourtant, la crise n'est pas seulement une crise d'image, c'est une crise intérieure. Parce que l'homme se retrouve enfermé dans une caricature. Et quand on est enfermé dans une caricature, on finit par douter de sa propre capacité à être compris. On écrit un message, puis on l'efface. On compose un numéro, puis on raccroche avant la première sonnerie. On se dit « ce n'est pas le moment ». On se répète « je lui expliquerai plus tard ». Et l'on ne voit pas que le plus tard se transforme en mur. Il vient un autre détail, plus intime, plus cruel. La confession publique de Depp sur DiCaprio. En 2016, lors d'une apparition au Santa Barbara International Film Festival, il raconte avoir torturé le jeune Leonardo sur le tournage de Gilbert Grape, avec cette franchise à la fois désarmante et dangereuse, parce qu'elle devient une phrase isolée qui voyage sans contexte. Le geste, à l'origine, peut être lu comme une tentative d'honnêteté, presque une réparation maladroite. Mais dans une relation déjà silencieuse, ce type d'aveu peut produire l'effet inverse. Il fige l'autre dans la position de celui dont on parle, sans parler avec lui. Ce soir-là, dans une autre vie, Depp aurait pu appeler DiCaprio et dire simplement « je te dois des excuses ».
Dans la vie réelle d'une star, il y a 1000 obstacles. D'abord la fierté, ensuite la peur d'être rejeté, et surtout cette paranoïa contemporaine parfois justifiée que tout message peut être lu par d'autres, rapporté, instrumentalisé. La crise publique dévore les gestes privés. Puis vient l'ouragan américain, le procès en diffamation opposant Depp et Amber Heard en Virginie. Le procès s'ouvre le 11 avril 2022 et le verdict tombe le 1er juin 2022. Pour Depp, c'est un champ de bataille total, chaque détail disséqué, chaque émotion commentée, chaque image archivée. Gagner ou perdre ne change pas la nature du choc. Pendant ces semaines, son existence est un spectacle. Et un spectacle, par définition, n'autorise pas la nuance. Mais alors, imaginez ce que cela fait à une relation fragile. Si DiCaprio écrit, il prend position, même en privé. S'il ne fait rien, il protège son monde, sa stratégie, sa réserve. DiCaprio, depuis longtemps, a choisi une réputation, celle de l'acteur qui ne se laisse pas entraîner dans les turbulences des autres. Il n'est pas froid, il est prudent. Et parfois, la prudence ressemble à une absence. Après le verdict, les deux parties finissent par régler leur conflit. En décembre 2022, un accord est annoncé et les procédures d'appel sont abandonnées. Pour Depp, c'est une sortie du tunnel, mais une sortie qui laisse des cicatrices. La question n'est plus « ai-je été compris ?». La question devient « qui autour de moi est encore capable de m'entendre sans préjugés ?» C'est là que la rupture se cristallise. Pas une rupture dramatique, pas un « je ne veux plus te voir », une rupture par gravité. Parce que Depp, au cœur de la tempête, a cessé de croire que sa parole pouvait réparer quoi que ce soit. Et parce que DiCaprio, en regardant la tempête de l'extérieur, a choisi de rester à distance non par mépris, mais par réflexe de survie médiatique. Et dans cet intervalle, le malentendu original se transforme. Il ne ressemble plus à une simple incompréhension de jeunesse. Il devient un symbole. Celui de deux hommes qui, malgré l'admiration possible, n'ont jamais trouvé le bon moment pour se parler sans témoin. Après la tempête, il n'y a pas de triomphe net. Il y a un retour en équilibre, lent, imparfait, surveillé. Et chez Johnny Depp, ce retour ne ressemble pas à une reconquête hollywoodienne classique, avec interview en rafale et stratégie de charme. Il ressemble plutôt à une réapparition contrôlée, presque prudente, comme si l'homme avait compris qu'on ne reconstruit pas une crédibilité en parlant plus fort, mais en choisissant où l'on se tait. Son premier geste symbolique, c'est Cannes. Mai 2023, Jeanne du Barry ouvre le festival et Depp revient à la lumière dans ce cadre précis, européen, prestigieux, moins dépendant du calendrier des studios américains. La presse le formule clairement, c'est son rôle le plus visible depuis la fin de sa bataille judiciaire de 2022. Le détail compte. Il ne revient pas en star revenu demander pardon, il revient en acteur, dans une histoire d'époque, sur une scène où le jugement est censé se faire d'abord sur le film. Mais alors, que devient la vie quand on a vécu des années à être réduit à un dossier ? Elle devient une suite de décisions simples, choisir un projet, refuser un micro, déplacer son centre de gravité. Depp, dans cette phase, donne l'impression de préférer l'atelier à l'arène. Moins de commentaires, plus de travail. Et surtout, un autre rôle s'impose, celui de metteur en scène. Son film Maudit, 3 Days on the Wing of Madness, qu'il réalise, marque une orientation claire, reprendre la main sur le récit, non pas en se justifiant, mais en créant. Le film est présenté comme sa seconde réalisation, et il est montré au Festival de Saint-Sébastien en 2024, selon les communiqués liés au projet. Ce choix n'est pas anodin. Quand on est fragilisé, diriger, c'est reprendre une forme d'autorité intime. Ce n'est plus seulement être regardé, c'est organiser le regard. C'est aussi, d'une certaine manière, se remettre à distance de la machine américaine, qui exige des récits binaires, héros ou coupables, renaissance ou chute. Lui semble préférer une trajectoire plus européenne, moins d'absolu, plus de nuances, plus de temps. Pendant ce temps, Leonardo DiCaprio poursuit une autre logique, celle de la continuité maîtrisée. 2023 le montre encore dans un cinéma événement avec Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese, projet de prestige qui confirme son statut d'acteur central dans l'écosystème des grands auteurs contemporains. Et plus récemment, en 2025, la communication autour de ces projets reste à l'image de sa carrière, rare, ciblée, presque froide de précision. People rapporte qu'il a lancé une page YouTube pour dévoiler une bande-annonce de One Battle After Another, Paul Thomas Anderson,
avec une sortie annoncée au 26 septembre 2025. Même lorsqu'il communique, il le fait comme un professionnel qui minimise l'exposition personnelle. Dans ce paysage, la question Depp DiCaprio prend une couleur plus humaine. Parce qu'après la tempête, on devient sensible à ce qui manque. On comprend que certaines distances, autrefois supportables, deviennent absurdes. On ne parle plus de rivalité, on parle de temps perdu. Et c'est là que le malentendu, celui qui les a éloignés, change de statut. Avant, c'était un épisode, une impression, un frottement, une gêne de jeunesse. Après la tempête, cela devient un regret, la conscience qu'un simple échange aurait pu empêcher une longue absence. On le sent d'autant plus que Depp a déjà mis des mots sur une part de culpabilité, publiquement, en évoquant cette période où il disait avoir été dur avec DiCaprio. Or, une culpabilité qui n'est pas adressée directement à la personne concernée ne soulage pas, elle s'accumule. Pourtant, dans les années qui suivent une crise médiatique, les anciennes relations deviennent dangereuses à rouvrir. Non parce qu'elles sont hostiles, mais parce qu'elles sont vulnérables à l'interprétation. Écrire à quelqu'un, c'est prendre le risque d'être ignoré. C'est accepter de ne pas contrôler la réponse. Et Depp, après l'expérience de l'exposition totale, paraît justement chercher l'inverse. Retrouver des zones où il ne risque plus d'être défini par la réaction des autres. DiCaprio, lui, continue d'avancer dans sa logique, faire et ne pas commenter. Dans une interview relayée fin 2025, il parle de son travail avec Scorsese et formule un regret professionnel, avoir voulu observer davantage le réalisateur au travail, derrière la caméra, dit-il en substance. Ce genre de phrase révèle quelque chose. Chez DiCaprio, le regret s'exprime plus facilement quand il reste du côté du métier, pas du côté du cœur. Et c'est exactement là, dans cette différence, que l'après-tempête devient décisif. Depp, fragilisé, cherche peut-être une réparation émotionnelle. DiCaprio, structuré, pense d'abord en termes de carrière, de cadre, de contrôle. Les deux peuvent se respecter sincèrement et rester éloignés, faute d'un langage commun. Il y a des silences qui protègent. Et puis, il y a des silences qui étouffent. Johnny Depp le sait désormais. Pendant des années, il a confondu les deux. Il a cru que ne pas parler, c'était éviter d'abîmer davantage. Il découvre, à 62 ans, que ne pas parler a parfois été la manière la plus sûre de laisser une incompréhension devenir un destin. La révélation, aujourd'hui, n'est pas un scoop. Ce n'est pas une accusation. Ce n'est même pas une vérité cachée, au sens spectaculaire. C'est un point minuscule, presque banal, mais qui, dans une relation, peut tout déplacer. Un mot interprété comme du mépris alors qu'il était de la peur. Il marque une pause, longue, comme si le simple fait de dire le nom de DiCaprio l'obligeait à se tenir droit. Je croyais qu'il me jugeait. Ce n'est pas une phrase de star, c'est une phrase d'homme. Et c'est peut-être là le plus dérangeant. Admettre que le malentendu n'est pas né d'un acte, mais d'une lecture, d'une projection, d'une émotion mal gérée. Il raconte alors cette mécanique intime, celle qu'on ne voit pas sur les tapis rouges. À l'époque de Gilbert Grape, il le dit lui-même, il traversait une période sombre. Il n'avait pas encore les mots ni la maturité pour la comprendre. DiCaprio arrive, jeune, concentré, exigeant. Il travaille avec une intensité qui ne cherche pas à séduire. Et Depp, au lieu de se sentir stimulé, se sent exposé. Comme si la rigueur du jeune acteur mettait en lumière, par contraste, son propre chaos. Il ne parle pas d'une jalousie classique. Il parle d'autre chose, plus insidieux. Je l'ai pris pour un miroir. Et je déteste les miroirs quand je ne vais pas bien. Encore un silence. Puis il précise le cœur du malentendu. Il a cru que DiCaprio le regardait comme on regarde quelqu'un qui se perd. Pas avec compassion, avec distance. Et cette croyance, vraie ou fausse, peu importe, a déclenché un réflexe de défense, la provocation, l'ironie, la dureté. Ce qu'il a appelé des années plus tard torturé, il le replace ici dans une logique de protection maladroite. Mais alors, la révélation bascule. Parce qu'il ajoute quelque chose qu'il n'avait jamais formulé aussi clairement. Il n'a pas seulement été dur, il a été injuste, précisément parce qu'il a prêté à DiCaprio une intention qu'il n'a jamais vérifiée. Il dit l'avoir compris bien plus tard, dans un moment de lucidité presque ridicule, en revoyant des images, des extraits, en entendant des gens raconter le jeune Léo comme un garçon obsédé par le travail, pas par la compétition, pas par le jugement. Et Depp se rend compte que l'attitude qu'il avait interprétée comme un regard au-dessus de lui,
était peut-être simplement la discipline d'un acteur qui ne savait pas faire autrement. Il s'interrompt, comme pour mesurer la portée de ce peut-être. Ce n'était pas « je suis meilleur », c'était « je dois être bon, sinon je disparais ». À ce moment-là, on sent que la révélation ne vise pas DiCaprio, elle vise Depp lui-même. Il décrit l'erreur typique des hommes qui ne vont pas bien, croire que tout le monde voit leurs failles, croire que chaque silence est une condamnation. Alors on attaque avant d'être attaqué, on s'éloigne avant d'être rejeté. Puis enfin, il formule le détail concret, le point de départ du grand éloignement. Après le film, à un moment charnière, il y aurait eu un échange bref, mal calibré, où Depp, voulant paraître détaché, aurait lâché une phrase du type « on se recroisera ». Une phrase légère, banale, mais qui dans le contexte a sonné comme « je passe à autre chose ». Et DiCaprio, lui, l'aurait pris au pied de la lettre. Fin de chapitre. Sans scène, sans explication. Depp insiste. Ce n'est pas une dispute. C'est pire, presque. C'est le vide. Je pensais que c'était de la politesse. Lui a entendu, c'est terminé. Et il avoue le reste, très simplement. Plus les années passaient, plus le retour devenait difficile. On n'appelle pas quelqu'un après 10 ans pour corriger une impression. On a peur d'avoir l'air pathétique. On a peur d'avoir l'air calculateur. Et quand la vie de Depp est devenue publique, explosive, judiciaire, il s'est persuadé que DiCaprio ne voudrait pas être associé à ce bruit. Il ne le reproche pas à DiCaprio. Il se le reproche à lui. Je l'ai laissé croire que je m'en fichais, alors que c'était exactement l'inverse. La révélation, donc, n'est pas « Leonardo m'a trahi ». La révélation, c'est « je me suis trompé sur lui parce que je ne savais pas vivre avec mes propres ombres ». Et il conclut avec une phrase qui ressemble à une demande sans destinataire, une phrase qu'on dirait faite pour être entendue, un jour, par la seule personne à qui elle compte. S'il y a une chose que je voudrais effacer, ce n'est pas un article, ce n'est pas un procès. C'est cette minute où j'ai choisi le silence au lieu de dire « je te respecte ». Il ne cherche pas à réécrire l'histoire, parce qu'il sait que l'histoire n'a pas besoin de lui pour continuer. Johnny Depp, à 62 ans, ne demande pas qu'on lui pardonne. Il demande qu'on comprenne la nuance. Un malentendu peut détruire plus sûrement qu'une trahison parce qu'il se nourrit de ce que personne ne contredit. Dans les jours qui suivent cette révélation, rien ne se passe au sens hollywoodien. Pas de photos volées d'un dîner de réconciliation, pas de déclaration commune, pas de poignée de main théâtrale dans un festival. Et c'est peut-être là la vérité la plus élégante. Certaines réparations ne se font pas devant les caméras. Elles se font dans un message privé, dans une phrase courte, dans une reconnaissance tardive, ou même dans l'acceptation que l'on ne réparera pas, mais qu'on cessera au moins de se mentir. Depp parle comme quelqu'un qui a compris que la célébrité est une machine à durcir les sentiments. Elle transforme l'affection en stratégie, le regret en storytelling, l'intime en matériau public. Alors il avance autrement, sans promesse, sans exigence. Il n'affirme pas que DiCaprio lui a manqué, comme on le dit dans un talk-show, en quête d'émotions faciles. Il laisse entendre qu'une forme de respect s'est retrouvée enfermée dans une mauvaise lecture et qu'avec les années, cette lecture est devenue une prison. Ce qui reste, c'est cette question simple, presque enfantine, que beaucoup d'adultes n'osent plus poser. Et si l'autre n'avait jamais pensé ce que j'ai cru? Et si, en réalité, on s'était quitté non pas parce qu'on ne s'aimait pas, mais parce qu'on n'a pas su se parler? Dans le cas de DiCaprio, la réponse est forcément invisible. Il est de ces acteurs qui ont choisi la retenue comme identité. Dans son monde, on règle les choses par le travail, par le temps, par la distance. Il n'exhibe pas ses états d'âme, il ne répond pas aux récits des autres. On peut y voir une froideur, on peut aussi y voir une discipline, la volonté de ne pas transformer chaque relation en épisode public. Et Depp, paradoxalement, semble désormais respecter cette logique-là. Il ne force pas la porte, il n'accuse pas le silence, il l'accepte comme une langue différente. Leur histoire, au fond, ressemble à ce que Hollywood produit le plus souvent, mais dit rarement. Des trajectoires qui se touchent une fois, très fort, puis se séparent sous la pression du monde. Deux hommes qui, à un moment précis, ont partagé quelque chose d'unique, un film, un âge, un passage, et qui ont ensuite été avalés par leur mythologie respective. Il y a aussi, dans cet épilogue, une leçon plus large, presque douloureuse. La célébrité n'empêche pas les erreurs banales, elle les rend seulement plus difficiles à réparer. Un inconnu peut rappeler un ami après 5 ans et dire « je me suis trompé ».
Une star se demande aussitôt « Qu'est-ce que ça va déclencher? Qui va le savoir? Comment cela sera-t-il interprété ?» Et cette peur-là, à la longue, remplace le courage. Elle transforme la simplicité en risque. Depp ne prétend pas être devenu sage. Il prétend seulement avoir compris une chose essentielle. Le silence n'est pas une preuve de dignité. Parfois, c'est juste une fuite sophistiquée. Dire « je te respecte » ne coûte presque rien, sauf quand on a passé sa vie à faire croire qu'on a besoin de personne. Alors il laisse la porte entrouverte, sans romantisme, sans effet. Comme on laisse une lumière allumée dans une maison où l'on n'attend plus vraiment quelqu'un, mais où l'on refuse encore de verrouiller. Peut-être qu'un jour ils se croiseront à nouveau, dans une projection privée, dans un couloir, dans une cérémonie où l'on applaudit mécaniquement. Peut-être qu'ils échangeront une phrase neutre, puis une seconde plus vraie. Peut-être que rien ne changera. Mais la différence désormais, c'est que Depp aura dit publiquement ce que beaucoup n'osent jamais dire en privé. Je me suis trompé sur toi. Et parfois, cette phrase suffit à rendre la distance moins amère. Non pas parce qu'elle efface le passé, mais parce qu'elle empêche le passé de mentir encore. Et sur la table, il reste une photo. Le temps, lui, ne dit plus rien.